Me recevez? Bonjour, madame. Bonjour, vous êtes à l'écoute? Oui, Ok, on peut commencer alors. Alors, on va continuer donc avec la loi de Laplace. On l'a déjà abordé. On a commencé la semaine dernière, plutôt avant-hier, on a déjà commencé à étudier cette loi. C'est une loi duelle continue. Elle est caractérisée par une densité de probabilité petit f qui dépend de deux paramètres, n et sigma. La fonction densité de probabilité, elle s'exprime de la manière suivante, donc c'est juste une fonction exponentielle. On a dit ce qui alourdit un peu cette expression, ce sont les deux paramètres n et sigma. Nous avons vérifié aussi ensemble que petit m, le premier paramètre de la loi normale ou de la loi de Laplace-Gauss, correspond exactement à l'espérance de cette loi. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a appelé petit m. Donc, c'est un réel qui pourrait être aussi bien positif que négatif. Par contre, sigma, le deuxième paramètre de cette loi, correspond exactement à l'écart type de grand X. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a été appelé sigma. Donc, je suis juste en train de rappeler ce qu'on a vu la dernière fois. Nous avons vérifié qu'il s'agit bien d'une densité de probabilité. Ensuite, nous avons calculé les caractéristiques de cette loi. En utilisant tout simplement des techniques de calcul d'intégrale. Ensuite, nous sommes passés à une étude de la fonction densité petit f et de la fonction de répartition grand F. Nous avons tout d'abord commencé par vérifier que x est égal à n est un axe de symétrie pour la représentation graphique de petit f, la densité, parce que justement, f de n plus x est égal à f de n moins x, quel que soit x appartenant à R. Et cet axe de symétrie nous a permis plus tard de déduire un centre de symétrie pour la fonction de répartition grand F. Bon, donc à part l'axe de symétrie, nous avons aussi remarqué que les limites en plus ou moins l'infini de petit f étaient nulles. Nous avons également dérivé petit f et montré qu'elle admet une tangente horizontale au point petit m. Donc f' au point petit m, c'est nul. Donc au point de coordonnées n1 sur sigma racine de 2pi, nous avons une tangente horizontale de petit f. Je vous ai demandé de tracer le graphe de petit f. Donc, petit f, c'est une fonction qui va être croissante sur moins l'infini n. Au point m1 sur sigma racine de 2pi, elle admet une tangente horizontale. Et puis, sur n plus l'infini, elle va décroître, cette fonction-là. Donc, elle va décroître vers 0. N'est-ce pas? Donc, l'image de l'intervalle moins l'infini m, c'est l'intervalle ouvert 0, 1 sur sigma racine de 2pi. Et l'image de l'intervalle m plus l'infini, ça va être l'intervalle 1 sur sigma racine de 2pi, 0. OK? Bon, donc, à partir de ces caractéristiques de la fonction densité de probabilité, nous avons essayé de déduire des caractéristiques de la fonction de répartition. Je parle bien de caractéristiques de la fonction de répartition grand F, parce qu'en fait, la fonction de répartition grand F, comme on l'a remarqué, on ne peut pas l'expliciter. On ne peut pas calculer cette intégrale-là. L'intégrale de moins l'infini à x
de exponentielle moins t moins m au carré sur 2 sigma 2 dt. Je ne peux pas la calculer manuellement. Je n'ai pas de moyen manuel pour calculer cette intégrale. Il n'y a pas de primitive visuelle, il n'y a ni un changement de variable, ni une intégration par partie ne pourra me donner un résultat précis. Donc, en fait, on va juste essayer de déduire certaines propriétés de grand F à partir, bien sûr, de ce qu'on a, c'est-à-dire des propriétés qu'on a déjà constatées pour la fonction petit f. Bon, alors l'axe de symétrie nous a permis d'avoir un centre de symétrie, comme on l'a détaillé la dernière fois. Donc, j'ai grand F de n plus x, c'est 2 fois grand F de n moins grand F de n moins x. Ça, c'est exactement la définition même d'un centre de symétrie. C'est le point de coordonnées m f de m. Donc, le point de coordonnées m f de m, c'est-à-dire m 1 demi, est un centre de symétrie pour la représentation graphique de grand F. Donc, pour représenter graphiquement grand F, j'ai tout ce qu'il faut, presque, disons. J'ai f de m qui vaut 1,5. J'ai le point m 1,5 qui est un centre de symétrie. J'ai la limite de grand F en moins l'infini qui est toujours nulle. La limite de grand F en plus l'infini qui est égale à 1. C'est une fonction croissante, donc je peux tracer l'allure du graphe de grand F. Et bon, alors, la dernière fois, donc, on s'est arrêté à ce stade. On va maintenant démontrer un théorème qui est très important dans le calcul des probabilités pour une variable aléatoire qui suit une loi normale. On a compris tous, le problème venait du fait que la fonction grand F ne possède pas d'expression explicite, la fonction de répartition. Donc, et en plus de ça, son expression est encore alourdie avec les deux paramètres à chaque fois, m et sigma. Alors, ce théorème-là dit que si vous avez une variable aléatoire continue, telle que son espérance vaut n et sa variance vaut sigma au carré, et si je note x étoile égale x moins n sur sigma, la variable aléatoire centrée réduite associée à grand x, alors j'ai l'équivalence suivante. Donc, on va montrer tout de suite cette équivalence. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette équivalence? Elle dit que x suit une loi normale de paramètres n et sigma. C'est équivalent à dire que x étoile suit une loi normale de paramètres 0 et 1. Et donc, c'est une équivalence. J'ai deux sens à démontrer. Donc, si x suit une loi normale de paramètres m sigma, alors x étoile, la variable aléatoire centrée réduite associée à x, suit une loi normale de paramètres 0 et 1, et vice-versa. Et aussi l'autre sens. Bon. On va commencer par le sens de gauche à droite. Donc, je vais partir d'une variable aléatoire qui suit une loi normale de paramètres m sigma, et je vais considérer x étoile qui vaut moins n sur sigma, la variable aléatoire centrée réduite associée à x. Alors, bien sûr, d'après la définition de x étoile, je sais que l'espérance de x étoile égale la variance. L'espérance de x étoile est nulle, et je sais aussi que la variance de x étoile sera égale à 1. Mais ce n'est pas suffisant pour dire que x étoile suit une loi normale de paramètres 0 et 1. Donc, j'ai juste ici la valeur de l'espérance et de la variance de x étoile. Et je dois montrer que x étoile suit une loi normale de paramètres 0 et 1. Donc, pour ceci, on va le faire, bien sûr, avec ce qu'on a, à savoir avec la fonction de caractéristique. Donc, je vais essayer de montrer que, justement, la fonction de répartition de x étoile, c'est exactement la fonction de répartition d'une loi normale de paramètres 0 et 1. D'accord? Donc,
une variable aléatoire qui suit une loi normale de paramètres m sigma, sa fonction de répartition est définie de cette manière. Donc ça, c'est la définition dans le cas général pour une fonction de répartition d'une loi normale de paramètres m et sigma. Si m vaut 0 et sigma vaut 1, on va avoir quoi? On va avoir f indice 0, 1 de x qui vaut 1 sur racine de 2pi, l'intégrale de moins l'infini à x, de exponentielle moins t au carré sur 2 dt. C'est juste de remplacer m par 0 et sigma par 1. Donc voilà la fonction de répartition d'une loi normale de paramètres 0 et 1. Bon, donc nous ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de montrer que la fonction de répartition ici de x étoile, c'est exactement cette fonction-là, celle que l'on vient juste de donner. Alors, j'applique la définition. Donc, la fonction de répartition de x étoile au point x, par définition, c'est la probabilité de l'événement x étoile inférieur à x. Or, x étoile, c'est x moins m sur sigma. Donc, x moins m sur sigma inférieur à x. N'oubliez pas toujours que l'événement x moins m sur sigma inférieur à x, derrière tout ça, il y a quoi? Il y a l'ensemble des petits oméga, des événements élémentaires, tels que x d'oméga moins m sur sigma inférieur à x. Donc, c'est les petits oméga tels que x d'oméga inférieur à sigma x plus m. OK? Donc, c'est égal à la probabilité de l'événement grand x inférieur à sigma x plus m. Donc, ce qui m'arrange ici, c'est que j'ai exprimé la fonction de répartition de x étoile en fonction de la fonction de répartition de x, que j'ai obtenu la probabilité de l'événement grand x inférieur à sigma x plus n. Et maintenant, comme je suis partie de l'hypothèse que grand x suit une loi normale de paramètres m et sigma, je peux remplacer la fonction de répartition de grand x au point sigma x plus n par son expression. Donc, j'ai juste l'expression intégrale où je remplace petit x par sigma x plus m. Le sigma x plus m, vous le voyez, il apparaît dans le domaine d'intégration de cette intégrale-là. Bon. Alors, à ce stade, on va faire le changement de variable u égale t moins n sur sigma. Quand t tend vers moins l'infini, u va tendre également vers moins l'infini. Et quand t vaut sigma x plus n, u sera égal à sigma x plus n moins n sur sigma. Donc, ça va faire sigma x sur sigma et ça va donner x tout court. D'accord? Donc, les bornes, ça va être l'intégrale de moins l'infini à x. dt sera remplacé par sigma du. Pardon. Donc, dt sur sigma est égal à du. Donc, finalement, à l'extérieur, je vais garder juste la constante 1 sur racine de 2pi. Et bien sûr, je vais avoir donc t moins n sur t moins m au carré sur 2 sigma au carré qui sera égal à exponentielle moins u carré sur 2. Et là, je retrouve exactement la fonction de répartition d'une loi normale de paramètres 0 et 1. Donc, je suis partie de la fonction de répartition de x étoile et j'ai montré que c'est exactement la fonction de répartition d'une loi normale de paramètres 0 et 1. On conclut donc que x étoile suit une loi normale de paramètres. Alors maintenant, on passe à la réciproque. Donc, inversement, réciproquement. Pardon.
Vous me recevez? Oui, madame. Oui. Alors, réciproquement, si je prends maintenant une variable aléatoire, donc la réciproque du théorème, je vous rappelle donc le théorème dans le théorème, donc j'ai une équivalence à montrer. Cette fois-ci, maintenant, dans l'autre sens, je vais partir de x étoile qui suit une loi normale de paramètres 0 et 1. X étoile, c'est quoi? C'est x moins m sur sigma. D'accord? Et je veux montrer que x suit une loi normale de paramètres n et sigma. Bon. Donc, si je pars de x étoile qui suit une loi normale de paramètres 0 et 1, et je veux vérifier que x suit une loi normale de paramètres n et sigma. Donc, comme tout à l'heure, on va passer par la fonction de répartition de grand x. J'applique la définition. Donc, f de x, c'est la probabilité de l'événement grand X inférieur à petit x. L'événement grand X inférieur à petit x, il est exactement égal à l'événement x moins m sur sigma inférieur à petit x moins m sur sigma. J'ai rien fait, j'ai retranché m des deux côtés et divisé par sigma. Toujours, il faut penser à la définition de l'événement grand X strictement inférieur à petit x. D'accord? Donc, juste pour te ramener à x étoile, ce que j'ai à gauche ici, ça correspond exactement à x étoile. Donc, c'est exactement la probabilité de l'événement x étoile strictement inférieur à x moins n sur sigma. Et ça, c'est la définition même de la fonction de répartition de x étoile au point x moins n sur sigma. Or, on est parti de l'hypothèse que x étoile suit une loi normale de paramètres 0 et 1. Donc, la fonction de répartition de x étoile, ce n'est autre que la fonction de répartition d'une loi normale de paramètres 0 et 1. D'accord? Donc, dans l'expression de la fonction de répartition d'une loi normale de paramètres 0 et 1, je vais tout remplacer, tout simplement remplacer petit x par x moins n sur sigma, ce qui apparaît bien sûr dans la borne sup de l'intégrale. Donc, la fonction de répartition de grand X, qui est définie comme étant la fonction de répartition de la loi normale de paramètres 0 et 1 au point x moins n sur sigma, sera donnée par l'expression suivante. N'oubliez pas ce qu'on veut montrer. On veut montrer que grand X suit une loi normale de paramètres n et sigma. Donc, j'ai dit, on se base toujours sur la caractérisation de la fonction de répartition. Bon, alors, arrivé à ce stade, on va faire le changement de variable t égale sigma u plus m. D'accord? Donc, justement, c'est juste pour avoir, en effectuant ce petit changement de variable, on va avoir tout simplement la fonction de répartition de grand X qui sera égale, ce que je retrouve en effectuant ce changement de variable, c'est tout simplement la fonction de répartition d'une loi normale de paramètres m sigma au point x. Donc, on se base toujours sur le calcul de ces intégrales-là, en concluant que grand X suit une loi normale de paramètres m et sigma. Bon, ce théorème est très important parce qu'en fait, ce théorème permet de dire que tout calcul de probabilité qui concerne une loi normale de paramètres m sigma va se ramener à un calcul de probabilité
qui concerne une loi normale de paramètres 0 et 1, puisque j'ai une équivalence entre les deux assertions données tout à l'heure dans ce théorème. Tout calcul de probabilité. Quand je dis calcul de probabilité, je dis tout simplement, bien sûr, utilisation de la fonction de répartition, n'est-ce pas? C'est ça l'utilité de la fonction de répartition, c'est qu'elle permet de calculer des probabilités. Donc, si je veux calculer des probabilités qui concernent une loi normale de paramètres n et sigma, je peux me ramener à un calcul de probabilité qui concerne une loi normale centrée réduite. Alors, la densité de probabilité d'une loi normale de paramètres 0 et 1 est beaucoup plus simple à écrire que la densité pour une loi quelconque de paramètres n et sigma. Et la même chose pour la fonction de répartition aussi. Elles sont beaucoup plus simples. Et d'ailleurs, comme vous voyez ici, donc quand je remplace n par 0 et sigma par 1, je vais retrouver petit f de x et grand f de x. On enlève même les indices 0 et 1. Donc, f indice 0,1 sera noté tout simplement petit f. Grand f indice 0,1 sera noté tout simplement grand f. On a remplacé n par 0 et sigma par 1. Donc, vous voyez que les expressions sont beaucoup plus simples. Déjà, vous n'avez pas les indices qui alourdissent les écritures. Le calcul de petit f est très simple. Il suffit juste d'avoir une calculatrice pour chaque valeur de x, vous avez petit f. Par contre, pour grand F, bien qu'on a allégé l'écriture et on n'a plus d'indice n et sigma, mais grand F n'est toujours pas une fonction qu'on peut expliciter. C'est toujours une intégrale que je ne peux pas calculer à la main, mais c'est une intégrale qui nécessite des méthodes moins directes, des méthodes d'approximation numérique. Alors ces méthodes-là, il y a beaucoup de méthodes d'approximation numérique pour un calcul d'intégrale. Et ces méthodes vont donner des calculs qui donnent des valeurs approchées de grand F pour x positif. D'ailleurs, je vous ai mis sur la plateforme des tables qui fournissent des valeurs approchées de grand F de x pour x positif. Alors, je vais juste vous montrer tout à l'heure comment utiliser ces tables-là. Je vais terminer avec cette dernière proposition. Ensuite, je vais revenir à ces tables, les tables qui nous donnent des valeurs approchées de grand F. Alors, la dernière proposition qu'on va voir ensemble, elle dit tout simplement que si grand X suit une loi normale de paramètres 0 et 1, alors sa fonction de répartition vérifie la première propriété suivante, donc f de moins x qui vaut 1 moins f de x, pour tout x appartenant à R. Ce qui veut dire, c'est qu'il suffit d'avoir les valeurs que prend f pour les x positifs. Pour les x négatifs, on peut juste utiliser cette expression, cette propriété. Et ensuite, donc, la deuxième propriété, elle concerne la probabilité de l'événement grand X compris entre moins X et petit x, donc grand X en valeur absolue inférieure ou égale à petit x et grand X en valeur absolue supérieure ou égale à petit x. On va tout de suite montrer cette proposition. Alors, si je reviens à la proposition où on a donné un centre de symétrie pour la fonction grand F,
Donc, je vous rappelle ce résultat-là. Donc, on a montré que F indice M sigma de M moins X, c'est 1 moins F indice M sigma de M plus X. Ça, on l'a fait pour tout M et pour tout sigma, pour tout M réel et pour tout sigma réel strictement positif. En particulier, bien sûr, ce résultat est aussi vrai même pour M qui vaut 0 et sigma qui vaut 1. Donc, pour n égale 0 et sigma égale 1, je vais avoir grand F indice 0, 1 au point moins x qui vaut 1 moins grand F au point 0, 1 de x. OK? Donc, c'est ce qu'on a mis ici. Donc, f de 1, f de moins x égale 1 moins f de x, où f de x vaut 1 moins f de moins x. Okay? Et plus particulièrement, donc si je remplace x par 0, je vais avoir 2 f de 0 qui vaut 1, donc f de 0 qui est égal à 1 demi. D'ailleurs, pour la fonction grand F indice 0, 1, pour la fonction grand F, le point de coordonnées 0, 1 demi est un axe de symétrie. Donc, dans le cas général, M 1 demi est un centre, pardon, tout à l'heure j'ai dit un axe, c'est un centre de symétrie. Le point de coordonnées M 1 demi, c'est un centre de symétrie pour le graphe de grand F indice M sigma, et le point de coordonnées 0, 1 demi est un centre de symétrie pour le graphe de grand F. D'accord? Bon. Alors, cette égalité que je viens de souligner ici concernant grand F, elle pourra aussi s'exprimer à l'aide des probabilités. N'oubliez pas que f de x, c'est la probabilité de l'événement grand X inférieur à petit x. Et peu importe, on peut mettre soit des inégalités larges, soit des inégalités strictes. Je vous rappelle qu'on a une variable ici aléatoire continue. Hein. Donc, la probabilité de l'événement grand X inférieur à petit x, c'est 1 moins la probabilité de l'événement grand X inférieur à moins x. Là, j'ai juste traduit le fait que f de x, c'est 1 moins f de moins x. Hein. Et 1 moins la probabilité de l'événement grand X inférieur ou égal à moins x, ça, c'est la probabilité de l'événement grand X supérieur ou égal à moins x. OK? Alors maintenant, pour les autres probabilités, donc si je calcule la probabilité de l'événement grand X inférieur ou égal à petit x, donc ça va être la probabilité de l'événement grand X compris entre moins x et petit x. Probabilité de l'événement x compris entre a et b, c'est f de b moins f de a. Donc ça va faire f de x moins f de moins x. Et sachant que tout à l'heure, on a montré que f de moins x, c'est 1 moins f de x, ça va donner exactement 2 fois f de x moins 1. OK? Et maintenant, s'il faut calculer la probabilité de l'événement grand X inférieur ou égal à petit x, donc ça va être l'événement contraire de l'événement grand X inférieur à petit x, donc ça va faire 1 moins le résultat qu'on a trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire 2 f de x moins 1, et donc ça va faire 2 moins 2 f de x. OK? Voilà comment on calcule ce genre de probabilité pour une loi normale de paramètres 0 et 1. Maintenant, je vais revenir à la remarque que j'ai donnée tout à l'heure. Donc, j'ai dit que le calcul de petit f de x est simple. Par contre, le calcul de grand f de x nécessite des méthodes moins directes, des méthodes qu'on appelle des méthodes d'approximation numérique. Approximation parce que ces méthodes-là ne vont pas donner une valeur exacte de la fonction grand f en un point x, donc ne vont pas donner une valeur exacte
de cette intégrale-là, hein, mais ça va me donner une valeur approchée. Déjà, quand j'ai une valeur approchée à 10 puissance moins 3 près ou à 10 puissance moins 4 près, c'est pratiquement une valeur correcte que je peux considérer. D'accord? Alors, on va tout de suite examiner de près la table de la loi normale. Alors, ces tables-là, vous allez trouver à la fin de tout pratiquement bouquin de probabilité. Vous voyez n'importe quel livre de probabilité, vous allez trouver plusieurs tables à la fin. Donc, il y a principalement les tables de la loi normale qui sont fournies. Il y a aussi d'autres tables concernant d'autres lois. Mais la table de la loi normale est toujours fournie. Donc là, vous avez la loi normale de paramètres 0 et 1. D'ailleurs, ici, vous voyez, vous avez la fonction densité f de x pour une loi normale de paramètres 0 et 1. Donc, f de x qui vaut 1 sur racine de 2pi exponentielle moins x2 sur 2, juste à droite. Et vous avez le graphe de petit f. Vous voyez? Donc, l'axe de symétrie, c'est... L'axe de symétrie pour le graphe de petit f, c'est quoi? Je vous écoute. X égale à m. X égale à m dans le cas général, mais là, pour une loi normale de paramètres 0 et 1, donc l'axe de symétrie, c'est x égale 0. D'accord? D'ailleurs, vous voyez que sur ce graphe-là, sur le graphe de petit f, vous voyez que x est égal à 0, c'est un axe de symétrie. D'ailleurs, là, vous avez une fonction qui est paire, la fonction f de x qui vaut 1 sur racine de 2pi exponentielle moins x2 sur 2. La densité de probabilité ici, donc, admet pour axe de symétrie x est égal à 0. Vous voyez qu'elle est croissante sur moins l'infini 0, qu'elle est décroissante sur 0 plus l'infini. Donc, dans le cas général, elle est croissante sur moins l'infini m, elle est décroissante sur m plus l'infini. Alors, grand f de x, pardon. Donc, grand f de x, la fonction de répartition, elle est donnée par la formule, l'intégrale de moins l'infini à x, 1 sur racine de 2pi exponentielle moins u au carré sur 2 du. Ok? Donc ça, c'est la fonction de répartition du loi normale de paramètres 0, 1. Bon, alors, donc voilà la table. Je vais vous apprendre à lire cette table. Comment on va lire cette table? Donc tout d'abord, je dis que cette table indique les valeurs que prend la fonction de répartition grand f au point x pour les valeurs positives de x, depuis 0 jusqu'à 2,9, avec un pas de 0,01. Donc, depuis 0 jusqu'à 2,9. Vous regardez la première colonne. Regardez les valeurs qui se trouvent sur la première colonne. Donc, vous avez ici x. Vous suivez? Donc, x, oui, x qui varie de 0. Vous voyez la première valeur, 0,0. La première valeur qui est sur la première colonne, jusqu'à 2,9. La dernière valeur ici, c'est 2,9. On vous dit donc, la table donne les valeurs que prend grand f de x pour les valeurs positives de x depuis 0 jusqu'à 2,9 avec un pas de 0,01. Donc, avec un pas de 0,01. J'explique ce que c'est que ce pas. Donc, vous voyez ici, vous avez sur la première ligne, vous
Vous avez ici 0,00, ensuite 0,01, ensuite 0,02, ensuite 0,03. Donc, à chaque fois, vous rajoutez un pas de 0,01. Donc, par exemple, si je me situe sur cette colonne-là où il y a le 0,04, le 0,5160 qui est là, ça correspond à la valeur que prend grand F au point 0,04. D'accord? Bon, je vais vous donner un autre exemple. Ça vous comprenez mieux. Alors, regardez. Si je me situe sur la ligne où c'est marqué 1,6 et la colonne où il s'est marqué 0,03, l'intersection ici, la valeur qui est donnée sur l'intersection ici, ça va me donner ce qui est marqué ici en rouge. La valeur que prend la fonction de répartition au point F au point 1,63. D'accord? Alors, on va lire ça ensemble sur la table. Donc, F de 1,63. Vous vous concentrez, s'il vous plaît. Alors, je vais me placer donc sur la ligne où il y a 1,6. C'est bon, vous vous êtes placé sur la ligne où il y a 1,6? Oui, madame. Oui. Donc, sur la ligne où il y a 1,6, et je vais faire l'intersection avec la colonne où il y a 0,03. Donc, ce qui est ici marqué en jaune, c'est la valeur que prend F au point 1,63. Et ça vaut 0,9484. Vous le voyez? OK? Donc, je répète encore, la table, elle donne des valeurs que prend grand F pour les X qui varient de 0 à 2,9 avec un pas de 0,01. Alors, par exemple, qui pourra me dire quelle est la valeur que prend F au point F de 1,22? Quelle est la valeur que prend F au point 1,22? « 88. Exactement. Donc, il faut se placer sur la ligne où il y a 1,2 et la colonne où il y a 0,02 et prendre l'intersection. Exactement 0,88. Vous voyez, vous avez déjà une valeur à 10 puissance moins 4 près de F de 1,22, donc ce n'est pas une valeur exacte, mais c'est quand même une valeur qui est très proche de la valeur réelle de l'intégrale. D'accord? C'est pour ça qu'on dit que ce sont des tables numériques. Ce sont des tables qui me donnent des approximations numériques de calcul de l'intégrale. On va faire un autre exemple pour voir encore que vous avez bien compris comment lire cette table. Donc, par exemple, est-ce que vous pouvez repérer l'image par grand F de 2,08? Donc, 2,08. On va se placer où? Sur la ligne où il y a 2 et sur la colonne où il y a 0,08. Ça va faire combien? « 0,9812. Exactement. Ça va faire donc 0,9812. OK?
Alors, vous pouvez maintenant donc lire toutes ces tables-là. Donc, si jamais, bien sûr, dans un DS ou dans un examen, vous avez besoin de ces valeurs, on vous donnera la table. Donc là, sur cet exemple, je vous ai donné une table où il y a juste les valeurs de 0 à 2,9. Bien sûr, dans les livres, vous allez trouver plusieurs tables pour des valeurs même supérieures de x. Et on a dit tout à l'heure, n'oubliez pas que f de moins x, c'est 1 moins f de x. Donc, par exemple, si j'ai besoin de calculer f de moins 2,51, il suffit d'écrire que f de moins 2,51, c'est 1 moins f de 2,51. Et f de 2,51, je lis ça sur la table. Ça fait par exemple ici 0,9940. Donc, il suffit de faire l'opération 1 moins 0,9940 pour avoir la valeur de f au point moins 2,5. D'accord? Donc, n'oubliez pas que f de moins x, c'est 1 moins f de x. OK? La fonction de répartition, elle admet pour centre de symétrie ici le point de coordonnées 0, 1 demi. F de moins x, c'est 1 moins f de x. Alors, le meilleur, bien sûr, moyen pour appliquer tout ce qu'on vient de dire ici, c'est de faire juste après. Donc, vous faites les exercices, les deux derniers exercices, les exercices 8 et 9 de la série 3. Et ensuite, vous avez la correction, bien sûr, sur le VT. Vous pouvez vérifier vos résultats. Essayez de les faire avant tout vous-même. Donc, les exercices 8 et 9 de la série 3. Commencez d'abord par réfléchir là-dessus et les faire vous-même. Donc, vous allez exploiter le théorème que l'on vient juste de montrer. OK? Et puis après, donc, se ramener d'une loi normale de paramètres m sigma quelconque à une loi normale de paramètres 0 et 1. Et pour une loi normale de paramètres 0 et 1, vous pouvez calculer les probabilités, puisque avec la table, vous avez les valeurs que prend grand F, sa fonction de répartition. D'accord? Bon, alors on va passer au chapitre 5, les couples de variables aléatoires. Vous me recevez? Oui. Donc, on va passer au dernier chapitre, le couple de variables aléatoires. Et on commence par la définition. Alors, toutes les variables aléatoires que l'on va voir dans ce chapitre seront discrètes, mais sachez aussi que l'on peut définir des couples de variables aléatoires continus. Okay, donc, faute de temps, on va opter pour les couples de variables aléatoires discrètes. Et en plus, pour les variables aléatoires continues, pour pouvoir travailler avec les couples de variables aléatoires continues, il faut savoir manipuler correctement les intégrales doubles, chose que vous n'avez pas faite. Donc, on va plutôt travailler avec les couples de variables aléatoires discrètes. Donc, je vais considérer deux variables aléatoires x et y, deux variables aléatoires discrètes, définies sur un même espace fondamental oméga. Donc, j'ai une expérience aléatoire qui me donne un espace fondamental oméga
Et sur cet ensemble oméga, sur cet espace fondamental oméga, je vais définir deux variables aléatoires discrètes, x et y. Elles sont discrètes, donc je peux appeler grand X et grand oméga les ensembles respectifs des valeurs que prennent grand X et grand Y. D'accord? Donc, je vais appeler x0, x1, xi, etc., l'ensemble x oméga. La même chose, y0, y1, yj, l'ensemble des valeurs prises par grand Y. Alors, j'appelle couple de variables aléatoires l'application que je note naturellement grand C, donc c'est un couple de deux variables aléatoires. Alors, je le définis de la manière suivante, tout simplement par. Donc, c'est une application qui sera définie également sur grand oméga. On a dit que grand X et grand Y, toutes les deux sont définies sur le même espace fondamental oméga. Donc, à un événement élémentaire, petit oméga, je vais associer le couple grand X d'oméga, grand Y d'oméga, grand X d'oméga qui est un certain xi et grand Y d'oméga qui est un certain yj. D'accord? Et grand C, tout simplement, est appelé un couple aléatoire. Un couple aléatoire discret, c'est tout simplement une telle application où grand X et grand Y sont deux variables aléatoires discrètes. Bon, là, on a défini un couple aléatoire. On peut également définir dans le cas général un vecteur aléatoire. Un vecteur aléatoire où j'ai, par exemple, quand j'ai plusieurs variables aléatoires, x1, x2, x3, jusqu'à xn variables aléatoires discrètes définies sur un même espace fondamental oméga. Donc, je peux définir dans le cas général un vecteur aléatoire x1, x2, xn. Et dans le cas particulier où n est égal à 2, j'ai juste deux variables aléatoires. Et donc, dans ce cas, je parle de couple aléatoire. Ce qui est dans votre programme, c'est le couple aléatoire. Et sachez aussi qu'on peut définir un vecteur aléatoire. OK? Bon. Donc là, on a défini tout simplement ce que c'est qu'un couple aléatoire. Maintenant, on va définir quelles sont les lois que je peux associé à un couple aléatoire. Alors, justement, il y a trois lois différentes que je peux associer à un couple aléatoire. Il y a la loi conjointe, une loi qui s'appelle la loi conjointe, et deux lois qui s'appellent les lois marginales. Alors, je vais tout simplement maintenant détailler et donner la définition de la loi conjointe et des lois marginales. Quand on part d'un couple aléatoire discret, alors la loi conjointe, c'est tout simplement l'application à deux variables qui est définie sur x oméga croix y d'oméga, donc à un couple xi, yj, je vais associer la probabilité de l'événement x égale xi inter y est égal à yj. Et je vais appeler ça petit p indice ij. Donc, j'appelle petit p indice ij la probabilité de l'événement x égale xi inter y est égal yj. Alors, l'intersection, je pourrais tout simplement la traduire et au lieu de mettre ce symbole de l'intersection, je peux tout simplement mettre une virgule ici. Comme vous le voyez, ça veut dire exactement la même chose. Hein? Donc, je considère l'événement grand X égale xi inter y égale yj. Je calcule la probabilité de cet événement. C'est bien sûr un réel qui sera compris entre 0 et 1, n'est-ce pas? Et je note petit p indice ij cette probabilité. Alors, cette application, qui pour tout xi, yj, fait associer ce coefficient petit p indice ij
s'appelle la loi conjointe du couple XY. Pardon. Donc là, vous avez la loi conjointe du couple XY. Bon. Alors, il y a une autre application que je pourrais aussi associer à un couple aléatoire. Donc, à ce couple aléatoire, je peux aussi associer tout simplement l'application suivante. L'application qui a XI, un XI qui est dans grand X de oméga, et associer la probabilité de l'événement grand X égale XI. C'est ce qu'on note P indice I point. P indice I point, c'est la probabilité de l'événement X égale XI. C'est bien sûr un réel qui est aussi compris entre 0 et 1. Et tout de suite, vous l'avez compris, certainement, vous vous dites que ça, c'est exactement quoi? L'application qui a XI associe la probabilité de l'événement X égale XI, ça correspond à quoi? Je vous écoute. La loi uniforme. Exactement, la loi de quelle variable aléatoire? X. C'est la loi de grand X. D'accord? Donc, cette application, qui n'est autre la loi de grand X, s'appelle la première loi marginale du couple XY. Donc, cette application s'appelle la première loi marginale du couple XY. Et ce n'est autre que, tout simplement, la loi de grand X, la première variable aléatoire du couple aléatoire XY. Ok? Alors, de la même manière, on peut aussi définir la deuxième loi marginale du couple XY, qui sera tout simplement l'application qui a un YJ, qui appartient à grand Y d'oméga, l'ensemble des valeurs prises par grand Y, et un YJ fait correspondre le réel probabilité de l'événement Y est égal à YJ. Le réel qui sera noté P.J, un réel qui est compris entre 0 et 1. Et tous ces coefficients-là, en fait, ce n'est autre que la loi de grand Y. Donc là, vous avez la deuxième loi marginale du couple Y. Donc, si je récapitule, quand j'ai un couple de variables aléatoires, je peux distinguer trois lois différentes. Il y a tout d'abord la loi conjointe du couple XY. Il s'agit d'une seule loi, une loi conjointe du couple XY. Et tout simplement, elle est définie par les coefficients P indice IJ. P petit p indice IJ, qui est la probabilité de l'événement X égale XI, inter Y est égal à YJ. Où XI appartient à X d'oméga, YJ appartient à Y d'oméga. Donc ça, c'est la loi conjointe. Il y a la première loi marginale du couple XY, qui est la loi de grand X, tout simplement, la première variable aléatoire. Et il y a la deuxième loi marginale du couple XY, qui est tout simplement la loi de grand Y, la deuxième variable aléatoire. OK? Donc, la remarque, on vous dit, la première loi marginale du couple XY correspond tout simplement à la loi de la variable aléatoire grand X, tandis que la deuxième loi marginale du couple XY correspond tout simplement à la loi de grand Y. Alors, on va tout de suite montrer les deux assertions suivantes. Donc, on va montrer que pour tout I appartenant à grand N, la probabilité de l'événement grand X égale XI, qu'on a noté P indice I point,
ce n'est autre que la somme sur J des coefficients P indice et J. Donc, avant de passer à la démonstration, on va d'abord comprendre de quoi il s'agit. Donc, petit p indice IJ, ça, on a dit que ce sont les coefficients de la loi conjointe. Hein. Petit p indice IJ, c'est la probabilité de l'événement X égale XI inter Y est égal YJ. Et P indice I point, ça, on a dit que c'est exactement les coefficients de la loi de X. C'est la probabilité de l'événement X est égal à XI. Donc, on est en train de dire ici, si on arrive à démontrer ceci, que les coefficients de la première loi marginale du couple XY, on peut les déduire à partir des coefficients de la loi conjointe, c'est-à-dire les PIJ, juste en effectuant une somme par rapport au deuxième indice J. D'accord ? Et on va montrer aussi, pour tout J, P.J, c'est-à-dire la probabilité de l'événement Y égale YJ, c'est la somme sur I des coefficients PIJ. Autrement dit, les coefficients de la deuxième loi marginale du couple XY, je peux les déduire en effectuant une somme par rapport au premier indice I des coefficients de la loi conjointe. Bon, donc dans les deux cas, je sais que les coefficients de la loi conjointe, P et J, me permettent de récupérer les coefficients des deux lois marginales. Pour la première loi marginale, je somme par rapport au deuxième indice J, les coefficients PJ. Et pour la deuxième loi marginale, je somme par rapport au premier indice, les coefficients PJ, pour avoir le résultat. Alors, on va démontrer ce théorème, ces deux égalités. Alors, justement, on va appliquer le théorème des probabilités totales à l'événement X égale XI en utilisant la partition grand Y égale YJ. Donc, je sais que Y égale YJ, où YJ appartient à Y d'oméga, c'est une partition de oméga. Donc, je sais, d'après le théorème des probabilités totales, donc quand j'ai un événement A, un événement B, pardon, et une partition A1, A2, AN dans le cas général, je sais que P de B sera égal à P de B inter A1 plus P de D inter A2 plus P de B inter AN plus dans le cas général. Donc, dans ce cas particulier-là, je vais avoir la probabilité de l'événement X est égale à XI. C'est égal à la somme des probabilités des événements X égale à XI, inter Y est égal à YJ. La somme, bien sûr, sur tous les J où YJ appartient à grand Y de oméga. OK? J'ai tout simplement écrit ici que X égale à XI, l'événement X égale à XI, c'est la réunion distincte des événements X égale à XI, inter Y est égal à YJ, où YJ appartient à Y d'oméga. Donc, j'ai utilisé la partition. Et puis, comme il s'agit d'une réunion d'événements 2 à 2 distincts, la probabilité de la réunion, c'est la somme des probabilités. Donc, je vais avoir la probabilité de l'événement X égale à XI, qui est égale à la somme de la probabilité de l'intersection. Bon, alors, en tenant compte des appellations précédentes, la probabilité de l'événement X égale à XI ici, et à gauche, c'est exactement les coefficients de la première loi marginale du couple qu'on a noté P indice I point, petit p indice I point. Et la probabilité
de l'événement x égale xi inter y égale yj, c'est ce qu'on a noté PIJ, P indice IJ, c'est les coefficients petit p indice ij. Donc j'ai exactement P indice I point qui est la somme sur J de P indice IJ. Alors, donc là, vous avez le premier résultat, la première égalité qui a été démontrée. Pour la deuxième, il suffit juste de faire exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, ça se fait exactement par analogie. Maintenant, donc, au lieu d'appliquer le théorème des probabilités totales à l'événement x égale à xi, on va plutôt l'appliquer à l'événement. À quel événement? Vous suivez? Y égale à YI. Y égale YJ, oui, on va appliquer le théorème des probabilités totales à l'événement Y égale YJ avec, cette fois-ci, la partition X égale à XI. Donc, je vais avoir la probabilité de l'événement Y égale à YJ qui est égale à la somme sur XI, pardon, les probabilités de l'événement Y égale à YJ inter X égale à XI. Donc, je vais avoir P.J, qui est égal à la somme sur I des coefficients PIJ. Alors, ces deux, les résultats que l'on vient juste de prouver, montrent que les deux lois marginales d'un couple de variables aléatoires x et y sont entièrement déterminées par la loi conjointe de ce couple. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc quand je somme par rapport à i tous les coefficients PIJ, je vais obtenir P.J. Et comme je somme, donc quand je somme par rapport à i, comme on l'a fait ici, je somme par rapport à i tous les coefficients PIJ, on obtient P.J. Donc, je somme par rapport au premier indice les coefficients de la loi conjointe, j'obtiens la deuxième loi marginale. Et quand je somme par rapport au deuxième indice, je somme par rapport à J les coefficients P et J, j'obtiens la première loi marginale. Donc les deux lois marginales d'un couple sont entièrement déterminées par la loi conjointe de ce couple. Alors une dernière remarque, je sais que la somme sur I de tous les coefficients PI point et la somme sur J de tous les coefficients P.J est égale à 1 parce qu'il s'agit de la loi de X et de la loi de Y. Donc, il suffit juste ici la somme sur I, quand j'ai la somme sur I de la probabilité de l'événement X égale à XI, qui est elle-même égale à la somme sur J de PIJ, d'après ce qu'on vient juste de voir. Donc, je vais avoir la somme sur I fois la somme sur J de PIJ qui est égale à 1. Et la même chose, ici, la somme sur J de probabilité de l'événement grand Y égale YJ est égale à 1, c'est-à-dire P.J. Or, P.J, c'est la somme sur I positif de PIJ, les coefficients P indice ici, qui est égal à 1. Donc, en fait, la double somme sur I et sur J des coefficients petit p indice IJ est égal à 1. D'ailleurs, c'est tout à fait normal
Parce que, on a dit, ces coefficients P indice IJ, ils représentent quoi? Ces coefficients-là, on a dit tout à l'heure, ils représentent les coefficients de la loi conjointe du couple XY. C'est pour ça que je me permets de dire que c'est une loi. C'est la loi conjointe du couple discret XY. Donc, quand je fais la double somme sur I et sur J, donc, je somme d'abord sur I, ensuite par rapport à J, ou alors l'inverse, d'abord sur J, ensuite par rapport à I, je vais toujours trouver 1. Okay? Donc, voilà les 3 lois qu'on a définies pour un couple de variables aléatoires. Alors, tout naturellement, on peut définir aussi les lois conditionnelles pour un couple aléatoire. Alors, on définit pour un couple aléatoire discret, on peut définir la loi conditionnelle de X, sachant Y est égal à YJ. De la manière suivante. Donc, la loi conditionnelle de grand X, sachant grand Y égale à YJ, sera définie de la manière suivante. Elle sera définie, cette loi, sur grand X d'oméga. Et la loi conditionnelle de grand X, elle est définie sur grand X d'oméga. Elle est à valeur dans 0,1. Donc, à un xi qui appartient à x de oméga, je vais faire associer la probabilité de l'événement grand X égale à xi, sachant y est égal à yj. Donc, j'ai dit, on définit la loi conditionnelle de grand X, sachant l'événement y est égal à yj. C'est une probabilité conditionnelle que je suis en train de calculer. P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B. Donc, en haut, je vais avoir la probabilité de l'événement X égale XI inter Y est égal à YJ, c'est-à-dire le coefficient petit p indice IJ. En bas, je vais diviser par la probabilité de l'événement Y est égal à YJ, c'est ce qu'on a noté, P.J. Bien sûr, ici, je me place dans le cas où la probabilité de l'événement grand Y égale YJ est différente de 0. Alors, de la même manière, une manière analogue, je peux définir aussi la loi conditionnelle de Y par rapport, sachant, X égale à Xi. Donc, je définis la loi conditionnelle de grand Y, sachant grand X égale à Xi, par l'application qui sera définie cette fois-ci sur Y d'oméga, c'est la loi conditionnelle de grand Y, hein. Donc, à un YJ qui appartient à Y d'oméga, je vais associer le réel compris entre 0 et 1, défini par la probabilité de l'événement Y égale à YJ, sachant X égale à XI. D'accord? Donc, c'est la probabilité de l'intersection, autrement dit, P indice IJ, petit p indice IJ, divisé par la probabilité de l'événement X égale à XI, c'est-à-dire divisé par P i point, que je suppose bien sûr différent de 0. Donc là, on a défini 2 lois conditionnelles. La loi conditionnelle de grand X sachant Y égale à YJ. Donc pour chaque valeur de YJ, je vais avoir une loi conditionnelle de grand X sachant Y égale à YJ. Et je peux définir aussi la loi conditionnelle de grand Y sachant X est égal à XI. Alors, la première remarque à faire, c'est que les applications que je viens juste de définir sont bien des lois de probabilité. En effet, alors, pour vérifier que ce sont des lois de probabilité, il suffit juste de montrer que la somme de toutes les probabilités est égale à 1. Donc, par exemple, pour cette première loi, donc je vais sommer sur tous les xi qui appartiennent à x de oméga, ces coefficients-là. Donc, quand je fais la somme sur tous les xi
qui appartiennent à x de oméga, probabilité de l'événement x égale à xi, sachant y est égal à yj, ça va me donner donc la somme pour i positif, i supérieur ou égal à 0, pij divisé par p.j. Alors p.j, ça ne dépend pas de i, donc je pourrais mettre ça à l'extérieur de la somme, n'est-ce pas? Et la somme qui reste, la somme sur i de p et j, donc d'après juste le résultat qu'on a montré tout à l'heure, la somme sur i de p et j, je suis en train de sommer par rapport au premier indice, i, les coefficients de la loi conjointe p et j. Donc ça, c'est exactement p.j. D'accord? Donc c'est les coefficients de la deuxième loi marginale que j'obtiens en sommant par rapport au premier indice les coefficients de la loi conjointe. Donc, ça va me donner P.J sur P.J et ça fait bien 1. Chose à laquelle je m'attends bien sûr, puisque je viens juste définir des lois conditionnelles. Bon. Alors, la même chose, donc quand je fais la somme maintenant sur YJ de tous les coefficients probabilité de l'événement y égale à yj, sachant x est égal à xi. Donc, ça, je vais faire la somme de pij sur pi point, la somme sur j. Pi point, ici, le dénominateur ne dépend pas de j, donc je pourrais le mettre à l'extérieur. Et ce qui reste, c'est la somme par rapport au deuxième indice des coefficients de la loi conjointe. D'accord? La somme sur j de pij. Et ça, c'est exactement pi point. C'est les coefficients de la première loi marginale. Donc, je vais avoir pi point sur pi point et ça me donne exactement 1. Bon, ça, c'est la première remarque à faire sur ces deux lois conditionnelles. Maintenant, la deuxième remarque que je pourrais aussi faire, c'est que en définissant ces deux coefficients-là, le coefficient de la loi conditionnelle de x sachant y égale à yj et la loi conditionnelle de y sachant x égale à xi, je remarque tout de suite ici que ce que j'ai en commun, bien sûr, c'est ici le numérateur, n'est-ce pas? Donc j'ai pij sur p.j dans un premier cas et j'ai pij sur pi point dans la deuxième loi conditionnelle. Donc, je remarque tout de suite que PIJ pardon. Je remarque que PIJ, les coefficients de la loi conjointe, s'écrivent comme étant P.J fois la probabilité de l'événement x égale i, sachant y égale à yj, et ça s'écrit aussi comme étant PI point fois la probabilité de l'événement y égale à yj, sachant x est égal à x. Alors, on va tout de suite définir ce que c'est que la fonction de répartition d'un couple aléatoire. Donc, naturellement, pour une variable aléatoire, qu'elle soit continue ou discrète d'ailleurs, la fonction de répartition est définie sur R. Par contre, pour un couple aléatoire, la fonction de répartition sera définie sur R2. Pardon. Donc, c'est une fonction qui est définie sur R2 de la manière suivante. À un couple XY qui appartient à R2, je vais tout simplement associer le réel f de xy qui vaut la probabilité de l'événement grand X strictement inférieur à petit x et grand Y qui est strictement inférieur à petit y.
Donc, comme il s'agit de variables ici aléatoires discrètes, grand X et grand Y sont discrètes, donc en fait, c'est tout simplement la somme de probabilité de l'événement X égale XI inter, Y est égal à YJ, où XI inférieur à X et YJ est inférieur à Y. Okay. Alors, on va terminer avec la définition de deux variables aléatoires indépendantes. Alors, deux variables aléatoires grand X et grand Y définies sur un même espace fondamental oméga sont dites indépendantes. Donc là, on va définir ce que c'est que deux variables aléatoires indépendantes. Hein? C'est la première fois qu'on aborde ceci. Ce qu'on a vu auparavant, c'était la définition de deux événements indépendants. Là, donc, j'ai deux variables aléatoires indépendantes. D'abord, donc, faites attention, ce sont deux variables aléatoires définies sur un même espace fondamental oméga. Hein, pour que je puisse parler de l'indépendance ou la dépendance de deux variables aléatoires, il faut qu'elles soient définies toutes les deux sur un même espace fondamental oméga. Alors, quand est-ce que je dis qu'elles sont indépendantes? Si, pour tout xi, yj appartenant à x de oméga croix y de oméga. Donc, j'insiste beaucoup sur ça. Donc, pour tout xi, yj, pour toutes les valeurs prises par grand X et grand Y, les événements x égale à xi, inter y est égal et y est égal à yj, sont indépendants. Donc, tous les événements x égale à xi et y égale à yj sont indépendants, quel que soit xi appartenant à x d'oméga et quel que soit yj appartenant à y d'oméga. Alors, l'indépendance de ces deux événements se traduit tout simplement par l'égalité suivante. Donc, pour tout xi, yj, la probabilité de l'intersection, c'est le produit des probabilités. Ça, on est en train de traduire que les événements x égale xi et y égale yj sont indépendants. Donc, autrement dit, la probabilité de l'événement x égale xi inter y égale yj, ça c'est quoi? Le coefficient que j'ai à gauche, ça correspond à quoi? Les I, J. Oui, ça correspond exactement au coefficient de la loi conjointe du couple XY. D'accord? Donc, P, I, J, P indice I, J, les coefficients de la loi conjointe est égal à la probabilité de l'événement X est égale à XI. Ça, c'est exactement P, I, point, les coefficients de la première loi marginale du couple XY, c'est-à-dire les coefficients de la loi de X, tout simplement, fois la probabilité de l'événement Y est égal à YJ. Autrement dit, ça, donc la probabilité de l'événement Y est égal à YJ, et ça, c'est exactement P.J. D'accord? Donc, je dis que deux variables aléatoires sont indépendantes. Donc, je dis que deux variables aléatoires sont indépendantes si et seulement si PIJ égale PI point fois P.J. Donc, les coefficients de la loi conjointe du couple XY sont égales au produit des coefficients des deux lois marginales. Et le plus important dans toute cette définition, c'est ça. Il ne faut pas oublier, c'est pour tout xi, yj appartenant à x d'oméga croix y d'oméga. Il ne faut pas que ça soit vrai uniquement pour un seul i et pour un seul j. Il faut que ça soit vrai pour tout xi et pour tout yj. Donc, il suffit que
cette égalité ne soit pas vérifiée pour un seul I, un seul J, pour pouvoir affirmer que les deux variables aléatoires ne sont pas indépendantes. Pouvoir affirmer qu'elles sont dépendantes. D'accord? Donc, si vous arrivez à trouver un seul I et un seul J, tel que PIJ est différente de PI point fois P point J, pour pouvoir affirmer que X et Y ne sont pas indépendantes. Ok? Alors, on lit ensemble les conséquences. Donc, ici, donc on dit si X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes, alors, si elles sont indépendantes, alors la loi conjointe du couple XY est entièrement déterminée par la donnée des deux lois marginales de ce couple. Dans le résultat qu'on a montré tout à l'heure, on a vu que pour avoir les coefficients de la première loi marginale d'un couple XY, il suffit de sommer par rapport au deuxième indice les coefficients de la loi conjointe. On a vu que PI point, c'était la somme sur J des coefficients PIJ. On a vu aussi que P point J, c'est la somme sur I de PIJ. Donc, en fait, on a vu que les coefficients de la loi conjointe permettaient d'avoir, soit en sommant par rapport au premier indice, soit en sommant par rapport au deuxième indice, permettaient d'avoir les coefficients des deux lois marginales. Maintenant, on est en train de voir que les coefficients des deux lois marginales pour deux variables aléatoires indépendantes permettent, par une simple multiplication, il suffit juste de faire le produit, pour avoir les coefficients de la loi conjointe. D'accord? Bon. Alors, la deuxième conséquence. Si grand X et grand Y sont indépendantes, deux variables aléatoires indépendantes, alors la loi conditionnelle de grand X est égale à la première loi marginale du couple XY et également la loi conditionnelle de grand Y est égale à la deuxième loi marginale du couple XY. Alors en effet, voilà pourquoi. Donc, la loi conditionnelle de grand X, elle est donnée par ses coefficients, n'est-ce pas? On l'a défini tout à l'heure comme étant PIJ divisé par P point J. Or, si X et Y sont indépendantes, on vient juste de voir que PIJ, c'est PI point fois P point J. Donc, en simplifiant par P point J en haut et en bas, je vais garder uniquement PI point. Vous voyez? Donc, finalement, la loi conditionnelle de grand X est égale à, tout simplement, la première loi marginale du couple XY, c'est-à-dire la loi de X. Et la même chose ici. Donc, vous avez la loi conditionnelle de grand Y sera égale à la deuxième loi marginale du couple X et Y. OK? Bon. Et pour finir, donc, la troisième conséquence de cette définition sur la fonction de répartition. Donc, tout à l'heure, on a dit que la fonction de répartition d'un couple de variables aléatoires est donnée par l'expression suivante, donc la somme, la double somme, sur tous les xi qui sont inférieurs à x et sur tous les yj qui sont inférieurs à y, de probabilité de l'événement x égale xi inter y égale yj. Or, là, je suis en train de traiter deux variables aléatoires indépendantes. Donc, je sais que ces coefficients-là, les coefficients PIJ, sont donnés par le produit de PI point fois P point J. N'est-ce pas? Donc, je vais avoir
avoir la somme sur YJ de probabilité de l'événement Y égale à YJ. Et ça, c'est exactement la probabilité de l'événement grand Y strictement inférieur à petit y. Et je vais avoir ici, je peux séparer ces deux sommes. Donc, la somme sur xi inférieur à x de probabilité de l'événement x égale à xi. Et ça, c'est la probabilité de l'événement grand X inférieur à petit x. Donc, finalement, ça va être la fonction de répartition de grand X au point X fois la fonction de répartition de grand Y au point Y. Donc, finalement, la fonction de répartition du couple XY au point de R2 XY, qui a deux variables, je peux l'écrire comme étant la fonction de répartition de grand X au point X fois la fonction de répartition de grand Y au point Y, et ceci, bien sûr, dans le cas où les deux variables aléatoires sont indépendantes. OK? Bon, alors on s'arrête là pour aujourd'hui. Donc maintenant, vous pouvez faire le premier exercice de la série 4. La série 4, je vais la mettre sur la plateforme. Peut-être que je l'ai déjà mise, je vais voir. Donc, vous pouvez faire le premier exercice de la série 4. Vous reprenez ce qu'on a fait aujourd'hui en cours. Et on terminera ce cours jeudi prochain, à la même heure, à 8h15. On se retrouvera jeudi prochain. Sinon, donc, pour la semaine prochaine, donc lundi et mardi, on va faire un cours intégré en maths de signal. Donc, le lundi matin à 8h30 et le mardi matin à 8h30, on va se retrouver autour du cours du dernier chapitre, le chapitre 3, transformation de la place en maths de signal. Les probabilités, on va les terminer la semaine prochaine, jeudi prochain. Madame, oui. Le chapitre 5. Je vais voir. Je vais tout de suite voir. Donc, s'il n'y est pas, je vais le mettre. Donc, vous allez avoir le chapitre 5 et la série 4. Et vous pouvez faire le premier exercice de la série 4. Donc, ce que vous avez à faire en TD, en proba, c'est les deux derniers exercices de la série 3. Donc, vous terminez les exercices 8 et 9 de la série 3. Il s'agit d'appliquer la loi normale et de faire des lectures sur la table. Vous avez la correction aussi sur la plateforme, je l'ai mise. Et donc, vous faites aussi le premier exercice de la série 4. Je vais vérifier tout de suite si la série 4 et si le chapitre 5 sur la plateforme ou pas, sinon je vais le faire tout de suite. OK? Et lundi matin, donc à 8h30, on continue avec un cours de maths de signal. Donc lundi et mardi, je vais faire des cours de maths de signal. Il n'y aura pas de probabilité. Donc il y a ce chapitre-là qu'on terminera jeudi prochain. Je vais bien terminer ce chapitre jeudi avant les vacances. Comme ça, vous aurez tout le temps après, pendant les vacances, pour faire les exercices de la série 4. OK? OK. D'accord? Alors, bon travail et bonne journée. Merci, madame. Merci, madame. Au revoir. Merci. Au revoir. Bon courage. Au revoir. Au revoir.